bien bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. On est le samedi après-midi, donc samedi 25 mai déjà. Et autant vous dire qu'on est à l'extérieur de la bulle du livre parce que là-dedans c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre, le sauna. Il doit faire dans les 45 degrés là-dedans. Oui, on a perdu 20 degrés là. Ouais, facile. En changeant de pièce, ouais. Donc là, je pense que vous reconnaissez nos invités si vous êtes fidèles de la chaîne, puisqu'on les a déjà reçus pour parler de plein d'autres choses que de ce qu'ils produisent. Donc là, du coup, ça va être l'occasion de voir déjà ce qu'ils ont produit tous les deux. Puis déjà de vous les représenter quand même, c'est la moindre des choses. Donc on va représenter dans l'ordre Yannick Chazaran, bonjour. Donc toi tu étais venu nous discuter de Tolkien avec nous. Absolument. On avait passé plus de 2 heures je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'était effectivement très sympa. Ouais. Et bon voilà, Tolkien effectivement était une part importante dans ma vie, dans la construction de mon imaginaire personnel. Et donc j'ai eu la chance de faire 2 livres sur cet auteur qui me tient à cœur. Et puis effectivement maintenant il y a un nouveau bébé qui vient d'arriver ou qui va bientôt arriver parce qu'il est là en avant-première à Épinal. Ouais, tout à fait. Il sort le 20 juin. Et je vais passer la parole à Stéphanie. Oui, bonjour. Donc moi je suis pas du tout Tolkien, je suis désolée. mais je suis d'un grand fan de Tolkien, Terry Pratchett. Et donc voilà. On a sorti notre livre ensemble. C'était enfin la première occasion pour travailler ensemble. Ça ne sera peut-être pas la dernière. Il faudra réfléchir à d'autres sujets, proposer d'autres sujets, mais c'était la première occasion pour travailler ensemble et c'était une occasion en or et ça nous a beaucoup plu. Donc oui, j'en profite. Donc Stéphanie Chaptal qu'on avait reçue l'été dernier quand on avait fait la parole au blog ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était où il y avait Laird aussi qui était là. Je me souviens jamais de son pseudo. Il va m'excuser ou il m'enverra des tomates comme il veut. Laird Bob Fumble, voilà, merci. Excuse-nous, Laird Bob Fumble. Mais c'est vrai qu'on avait bien rigolé aussi. L'avant-propos de... C'est lui qui nous signe la préface parce que c'est avec son blog le syndrome Quickson, il fait souvent le tour du disque monde, donc c'était un indispensable. Donc du coup, comme on disait, ce qui vient de sortir qui va sortir officiellement donc chez les nouvelles éditions ActuSF. C'est toujours siglé ActuSF quand même, donc c'est tout sur Pratchett. Tout est à Pratchett. Le titre est Pratchett, pardon. Et c'est marqué les nouvelles éditions ActuSF là. D'accord. Ils sont précis. Donc nouvelles éditions ActuSF. Quand vous verrez cette vidéo, la précédente avec Jérôme Vincent qui vous parle justement des nouvelles éditions ActuSF aura été diffusée. Comme ça, vous serez au parfum de tout ce qui se passe. Donc comment est venu en gestation ce projet et comment vous avez eu envie de le faire ensemble du coup ? Alors déjà, ça fait longtemps qu'on parle d'écrire ensemble. Oui. Ensemble à 2 ou à 3 avec Adrien. Adrien parti de Vampirologie. Ah oui. Et on n'oublie pas cette idée, ça pourra toujours être très intéressant. Et il nous manquait simplement un thème. Et en fait, toi, tu avais déjà 2 guides chez ActuSF, le guide donc de Tolkien, le guide de Stephen King. Et quand tu as parlé d'un guide, ou Jérôme, je ne sais plus lequel de vous deux a parlé de l'un à l'autre d'un guide Terry Pratchett, tu as suggéré mon nom et j'ai dit ok, ça me va. Il était hors de question pour moi de faire ce livre sans Stéphanie parce qu'effectivement, d'une part c'est une grande fan effectivement de Terry Pratchett et puis comme elle l'a dit, on se connaît depuis quelques années maintenant, c'est grâce à Stéphanie que j'ai pu être publié et j'avais envie vraiment de travailler avec elle sur un projet qui nous tiendra à cœur à tous les deux et voilà, ça s'est présenté, ça s'est fait, ça s'est super bien passé et on est très fiers et très heureux aujourd'hui de présenter notre bébé en tout bien tout honneur. Voilà. Avec une illustration de Le Pix et je suis super contente d'avoir en plus un autre copain qui nous fait l'illustration et qui est très original je trouve. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la couverture passer en gros, ce sera tout aussi sympa. Oui, les joies du montage. Voilà. Alors, du coup, dedans, vous balayez quoi ? Donc bon, sa biographie, c'est-à-dire l'histoire de sa vie, etc. La façon dont il a conçu le disque monde, c'est un petit peu tout ça ? Oui, alors, on parle de sa biographie. On va pas faire TMZ ou Perez Hilton sur Terry Pratchett. Vous apprendrez pas de détails croustillants. Par contre, vous allez apprendre des détails de sa vie, de son enfance et de sa vie adulte et compagnie, qui expliquent son œuvre, qui ont un rôle dans son œuvre, qui ont un rôle dans ses idées, dans son développement des idées.
C'est pas les ragots du coin, c'est vraiment la vie de Terry Pratchett et comment ça s'est excuse-moi, comment ça s'est intégré à son œuvre et compagnie. Après, on a étudié toute son œuvre, on se les répartit. Alors, il y a évidemment le Disque Monde et toutes les succursales du Disque Monde. Donc, les jeux, les films, séries télé, les livres compagnons, etc. Les jeux de rôle, j'ai testé tous les jeux vidéo. Tu as dû beaucoup souffrir. Et ils sont durs, mais je me suis bien amusée. On a aussi toutes les autres œuvres de Terry Pratchett. Donc Le Peuple du Tapis, Le Grand Livre des Gnomes, La Longue Terre, Stratagème, etc. Les collaborations. Donc on a parlé de La Longue Terre. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de Bon Présage. Et c'est pas juste du jus de crâne de Yannick et moi. Donc on a aussi des interviews. On a quasiment tous les traducteurs et traductrices de Terry Pratchett qui nous expliquent comment ils ont abordé son œuvre et pourquoi. On a un ancien de la Talente qui nous explique la Talente et Terry Pratchett, c'est une longue histoire. Ça va avec. Voilà. Ouais. On a Stephen Briggs qui a fait de l'illustration pour le Disque Monde, qui a fait des adaptations théâtrales, qui a été co-auteur de livres compagnons du Disque Monde, qui nous a accordé une interview. On a même une interview de Terry Pratchett. On a eu l'autorisation effectivement de la réutiliser. Voilà, de réutiliser une interview qu'il avait faite. Qui avait été faite à l'occasion de sa venue aux Utopiales en 2004, il me semble. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, effectivement, on a voulu aussi mettre l'accent sur un trait particulier dans l'œuvre de Terry Pratchett, c'est-à-dire la présence et la force des femmes dans son œuvre. Oui. Donc on a essayé de montrer que Terry Pratchett est un auteur féministe. Voilà. Les personnes jugeront si effectivement on a raison de le qualifier ainsi en lisant ce chapitre, mais on s'est beaucoup amusé effectivement à faire ça. On a également fait un index des lieux et des personnages de l'ensemble de l'œuvre de Terry Pratchett. En fait, du coup, on a fait 2 index. Un pour l'ensemble de l'œuvre hors Disque Monde et un pour le Disque Monde. Oui. Il y a quelques personnages, on va dire, dans le Disque Monde. Oui, quelques-uns, un petit peu. Quelques-uns. Et hors Disque Monde, il y en a beaucoup qui valent le détour. Et voilà. Et il y a aussi des passerelles aussi, entre le Disque Monde et les autres œuvres. Donc c'était assez intéressant aussi de montrer justement ces passerelles qui sont nombreuses, plus nombreuses qu'on ne le croit, et qu'on a réussi, en fait, qu'on a décelé en lisant ou en relisant effectivement son œuvre. C'est vrai que par exemple, moi j'ai lu les recueils de nouvelles et je me suis rendu compte que dans les recueils de nouvelles, il avait développé 2 ou 3 mondes bien particuliers avec des règles très particulières, des personnages hauts en couleur, comme toujours chez Pratchett, et c'était assez intéressant de voir se dessiner une trame de fond comme ça dans son œuvre au fil de la lecture. Tu as un proto-Rasvan qui n'est pas un mage mais un nain ou un gnome, il me semble, dans les nouvelles. Et bon, évidemment, on va retrouver la mort du Disque Monde, on la retrouve en 4e cavalier dans De Bons Présages, on la retrouve dans d'autres histoires. Dans certaines nouvelles, oui, aussi, Nouvelles, effectivement. donc, on va retrouver des idées. On retrouve une tortue qui vole dans l'espace, on trouve un monde plat dans une dimension parallèle. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui affleurent au fil de la lecture de Terry Pratchett, et on se rend compte qu'il y a une complexité que peu de gens en fait soupçonnent, et c'était très intéressant de voir ça. Mais j'allais dire, de toute façon, selon certains de ses ouvrages, tu vois quand même les thèmes complexes. Alors moi je me souviens de Faustéric qui m'avait beaucoup marqué, mais t'as quand même des thèmes dedans qui sont très matures, enfin je veux dire, t'as pas besoin de trop creuser quand même. En fait le Disque Monde en particulier, c'était l'occasion pour Pratchett de parler de la société contemporaine, mais de manière très détournée,
en mettant le prisme de l'humour dans un cadre de fantasy. Et c'est en cela aussi qu'il est très intéressant et qu'il parle, je pense, vraiment aux gens parce qu'il parle du monde qui les entoure vraiment. Il parle d'idées différentes et surtout, il s'adresse à tous les niveaux. Certains titres du Disque Monde ont des thèmes très matures. Tu as cité Faustéric, on peut citer aussi Les Petits Dieux, on peut citer Monnayer, Déraillé et Timbré, on peut citer La Ronde de Nuit, Nightwatch, La Ronde de Nuit, qui sont ou Jingo, qui sont Va en guerre, qui sont des titres très adultes, et en même temps il y a des titres plus enfantins, donc il y a les Tiffaine Patraque ou le fabuleux Maurice et Rassavant, qui sont en même temps des titres qui s'adressent à un public enfantin, mais qui vont parler de thèmes forts. Par exemple, L'Hiverrier va parler du harcèlement. Et pas de n'importe quel harcèlement, c'est parce que Tiffaine se fait harceler par un garçon, en l'occurrence l'hiver, et c'est du harcèlement sexuel. Voilà. C'est le thème de l'humour, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. On va parler de choses, on va parler d'égalité homme-femme, on va parler de genre, et de façon annexe, avec des histoires qui arrivent à des personnages secondaires comme Hilaire Petit-Cul, etc. Ou de façon principale, comme dans Régiment monstrueux. Il va parler de ces choses-là, et aussi, il y a un petit côté pratique, pour les gens qui se disent « Non mais, par où j'ai commencé ? Il y en a 41 ». C'est ça. On fait plusieurs guides en disant, bah voilà, vous pouvez commencer par là, ou par là, ou par là, ou par là, et vous, comment vous vous y retrouvez. Et on a classé tous les livres du Disque Monde, mais également toutes les nouvelles du Disque Monde. Même parce qu'il y a plusieurs thèmes, plusieurs personnages. Voilà, mais surtout, on les a classés par ordre chronologique, pour au cas où savoir où c'est, si on est. Même si en pratique, on peut les lire dans n'importe quel sens, et c'est pas grave. Ça se tient, chaque livre et chaque nouvelle se tient de façon unique. Ça peut être pratique aussi de savoir, bah voilà, tel endroit, il y a telle chose, pour s'y retrouver un peu. L'idée, c'est non seulement de s'adresser aux gens qui connaissent un peu Pratchett, et ils sont légion, mais également de proposer aux néophytes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur un auteur qu'ils connaissent peu ou dont ils ont entendu parler, d'en savoir plus et de pouvoir choisir en connaissance de cause par quoi commencer ou sur quel cycle ou quel type d'histoire ils peuvent commencer leur apprentissage de Pratchett. Et du coup, si on les attaque par ordre d'année de parution, qu'est-ce que ça donne le Disque Monde ? Alors, la réponse de Pierre Couton, qui les connaît bien, parce qu'il les a tous traduits, les Disque Monde, c'est de les laisser tomber de côté les 3 premiers et de commencer directement par le 4e. Et après, une fois qu'on a bien avancé dans le Disque Monde, de reprendre les 3 premiers et de les insérer. Avec un caveat, les 2 premiers se suivent, mais vraiment. Donc il faut les lire l'un derrière l'autre. La 8e couleur et le 8e sortilège. Voilà. C'est, en fait, c'est un livre en 2 parties quasiment, donc ils se suivent. Et après, on peut les lire dans n'importe quel sens. Alors certains on propose des guides de lecture suivant l'âge, suivant les centres d'intérêt, suivant l'ordre chronologique ou autre. Moi personnellement, je les ai lus suivant les bouquins que je trouvais lors de mes voyages et dans les librairies ou dans les hôtels. Donc c'est vraiment dans le plus grand désordre total. Ouais, mais ça marche quand même. Et ça marche très bien. Donc là du coup, le bouquin, je me permets. Donc voilà, hop. Comme je vous dis, on vous le remontrera. Donc ça sort le 20 juin. Exact. Donc, comme ça, vous aurez le prix maximum conseillé, 18,90 €, mesdames et messieurs. Hein, voilà. Il est beau. Et il est beau. Franchement, superbe couverture. Donc voilà, nickel. Nous, on vous en reparlera bien évidemment, forcément. On fera une petite chronique du bouquin. Et du coup, ça me permet de vous demander un petit peu aussi vos productions à vous. Donc toi, je sais que tu avais fait le guide Stephen King, le guide Tolkien, l'hommage à Tolkien aussi chez Inis. Ouais. Et l'hommage à The Witcher aussi chez Inis. Et The Witcher, ouais, tout à fait. Et pour toi, Stéphanie, il y en a de très nombreux. Donc il y avait le guide Cyberpunk chez Inis, les films de James Cameron.
Ouais, les chats dans la pop culture. Vous savez que les chats, hein, dès que vous en mettez, c'est... Voilà, envoyez la YouTube monnaie les enfants. Les chatons là. Ouais, ça manque de chatons sur la vidéo. On en mettra peut-être quelques-uns en insert, on sait jamais. J'en ai un chaton, moi. Ah bah oui. Vrai. Oui, regardez. Avec ça, hop, 3000 vues de plus. J'ai Gribou. Voilà. On mettra un miaou en insert aussi. Et... Voilà. Carton plein. Et j'ai écrit aussi un hommage à Hayao Miyazaki et un hommage à Isao Takahata. Et ça sera, c'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Et tu as traduit aussi des bouquins, dont celui dont vous avez déjà parlé. Donc merci, parce que grâce à toi, on a pu découvrir un petit peu tout ça. Donc c'était Légende Enlatée de Travis Baltry chez Inis Éditions. Et là, il y a le deuxième qui vient de sortir. Il vient de sortir Saga et Sable d'Os. Et alors, j'ai juste une question. Pour ceux qui le liront, est-ce que vous pourriez dire en commentaire quel est votre nouveau personnage préféré dedans? Pour voir si j'ai raison ou pas. C'est un pari que j'ai fait avec l'éditeur. D'accord, bah écoute, on te fera le rapport. Nous, de toute façon, on va s'en occuper aussi, donc on en reparlera. Et vous avez des petits projets dont vous pouvez parler, en tout cas déjà? Parce que je sais que vous en avez qui sont en gestation, donc forcément. Moi, j'ai plus que des projets, parce que j'ai déjà des ouvrages en écriture. Mais les éditeurs n'ont pas encore communiqué dessus, donc je vais éviter de les griller. On est d'accord. Voilà, mais j'en ai un, je l'écris. J'en ai un, on est en train de travailler sur le pré-sommaire. Et on a, voilà. Et j'en ai 2-3 autres qui risquent d'arriver bientôt. Sans compter tout le blog, donc c'est Outre Livre que tu tiens. Voilà, donc sans compter le blog avec, je crois que tu me disais, c'est un ou deux bouquins par jour que tu arrivais à lire. Alors, en vacances, c'est 1 ou 2 bouquins par jour. En semaine, quand je travaille, je tourne à 2 ou 3 livres par semaine, sans compter les BD. Donc là, on mettra un super son de wow. Et pour toi, donc du coup, Yannick? Alors moi, je peux en dire un petit peu plus. J'ai écrit la postface d'un livre sur Stephen King. Un livre qui n'est pas français, donc c'est une traduction. Ça devrait sortir au mois de septembre, si je ne m'abuse, chez une nouvelle édition ActuSF. Si tout va bien, le guide de Tolkien réalisé chez ActuSF en 2022, je crois, va connaître une nouvelle édition corrigée, révisée, augmentée en 2025. Ah ok, excellent. Voilà. C'est en cours d'écriture. Il y aura certainement d'autres ouvrages sur des grands noms de l'imaginaire chez ActuSF en 2025. Puis j'ai un autre projet chez Nice, dont je ne peux rien dire. Voilà. Mais 2025 aussi, donc ça sera une année un peu lourde effectivement me concernant. En attendant que d'autres idées me viennent en tête et que je les impulse auprès de mes éditeurs. Et en attendant qu'on trouve où caser notre projet, voilà, Adrien, toi et moi. Voilà. Donc, qui est toujours en cours de réflexion, effectivement. Donc, voilà. Donc, on a encore de très belles choses à vous proposer à venir, mais dans l'immédiat, voilà, celui-ci. On est d'accord, ouais. C'est vraiment notre actualité et on est très très fiers de pouvoir le présenter parce qu'il a eu une gestation un peu longue et compliquée. Voilà. L'accouchement fut difficile, mais on est fiers du bébé. Exactement. Comme je vous disais, de toute façon, on va reparler de l'ouvrage, ce sera l'occasion de parler un petit peu du Disque Monde aussi avec des gens qui connaissent. Ce sera peut-être pas moi pour le coup. Parce que c'est vrai que je crois que j'avais dû en lire 4 ou 5, pas plus, enfin sur 41. C'est vrai que ça peut faire peur, comme vous dites tous les deux. Sur plutôt, on va dire, plutôt une 80 à peu près ouvrages au total pour Pratchett, entre le recueil de nouvelles. Ouais, on arrive à 80, ouais. Facile. Moi, j'avais juste Le Peuple du Tapis, les collaborations, et puis 4-5 ouvrages du Disque Monde, quoi. Parce qu'il y a déjà pas mal. Il y a d'autres romans effectivement qui ne sont pas connus du tout et qui valent aussi de la lecture et qu'on vous présente effectivement dans cet ouvrage. Donc on en reparlera comme je vous disais, et puis forcément on recevra Stéphanie et Yannick dans de prochaines émissions, ça forcément maintenant. Vous avez pris le ticket d'abonnement sur la chaîne, donc voilà, tant pis pour vous. Et puis on vous souhaite une bonne fin de festival à tous les deux. Merci. Et puis on se dit à très bientôt. Salut.
Eh bien bonjour, bienvenue sur un Naissant Podcast. Donc on est toujours le samedi 25 mai, toujours les Imaginales 2024. Et bien notre nouvelle invitée, alors vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas encore. Ou vous ne connaissez pas encore, mais vous la connaissez. Bref, vous allez comprendre. Donc on va parler donc d'Eva Martin, qui a écrit Miska, dont vous avez justement déjà rabattu les oreilles en vous expliquant à quel point il fallait lire ce roman de fantasy one-shot chez Critique Édition. Donc ça va être l'occasion de faire plus ample connaissance avec Eva. Donc écoute, si tu peux juste te présenter rapidement, et puis comment tu es tombée dans l'imaginaire, et voilà, tu peux rapidement. Ok, et bien donc Eva Martin, enchantée tout le monde. Que dire de moi? Je viens à Épinal depuis ma lointaine Bretagne adorée, voilà. Encore des, ils sont partout, c'est terrible, mais oui. Voilà, dans le civil, je commets des graphismes et un petit peu de communication institutionnelle, et en off, j'invente des mondes qui m'emballent. Voilà, et puis sur comment je suis arrivée dans l'imaginaire, ma foi, j'avais un papa qui, le soir, dès toute petite, me racontait des histoires que, pour la plupart, il inventait. Et c'était tellement merveilleux de le voir broder au fur et à mesure que déjà, je suis très vite tombée dans les mondes divers de la lecture, et puis l'écriture est venue derrière naturellement. Toi aussi, tu avais un papa qui racontait des histoires toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Exactement. Okay. Tu partais de Simbad le marin et t'arrivais dans l'espace s'il fallait, mais c'est pas grave, c'était fun. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures de la princesse Adélaïde, mais on va éviter. Justement, donc, on avait beaucoup apprécié sur la chaîne Miska. Donc, coucou Nicolas, Just a Word. Je ne te remercie pas une nouvelle fois. Donc voilà, c'est parce que c'est grâce à Nicolas Winter, alias le blog donc Just a Word, qui nous a fortement conseillé la lecture de Miska. Donc c'est pour ça qu'on fait un gros coucou. Comment ça t'est venu l'idée, la genèse de ce monde-là ? Alors, Miska, c'est assez particulier. J'ai un tas de mondes inachevés dans mes tiroirs qui ressortiront peut-être un jour ou pas, on ne sait pas. Mais celui de Miska, il s'est passé un truc assez particulier. C'est qu'en fait, c'est le perso principal, le premier perso qu'on rencontre qui est né avant quasiment l'univers. Donc c'est Dacia, un capitaine un peu en fin de carrière, qu'on a vu d'autres, un vétéran qui est voilà, un peu râleur, un peu gouailleur, avec sa petite escouade qu'il aime plus que sa famille, et je sais pas, c'est lui qui s'est taillé une place dans mon esprit avant l'univers, avant l'histoire, avant tout le reste. Oui, c'est vrai que, alors ça, on en avait un petit peu parlé, il y avait un peu, c'est vrai que dès qu'on met une compagnie de mercenaires, forcément maintenant, pour ceux qui l'ont lu, on pense à la Compagnie Noire, voilà, un petit peu. Bon, je vous rassure, depuis, il y a eu beaucoup d'autres romans, il y en avait eu avant sur des compagnies de mercenaires, mais c'est vrai que ça donne un petit peu ce petit goût en tout cas. Et cette thématique de rencontre de deux civilisations, que vraiment tout oppose, c'est le moins qu'on puisse dire, ça aussi c'est quelque chose qui est quand même assez actuel, qui fait résonance avec notre époque. C'est quelque chose que tu avais envie ? Ouais, j'avais envie à la base, alors toujours avec mon perso unique au moment où la genèse de l'histoire s'est faite, j'avais envie de le mettre dans des situations où il serait en conflit avec ses voleurs, avec ses valeurs, avec ses voleurs aussi si on veut, mais avec ses valeurs, avec son éthique. Et en fait, assez rapidement est venue l'idée que je pouvais pas ne mettre que lui en question avec sa moralité. Il me fallait aussi le point de vue d'en face, et voilà quoi, venir vraiment qu'est-ce qui se passe en temps de guerre quand un individu est persuadé de combattre pour la juste cause, et que chacun de son côté est persuadé, évidemment, comme dans tout conflit réel ou imaginaire, est persuadé de se battre pour la justice, quoi. Donc du coup, pour vous rappeler très brièvement ce qu'est Miska, donc c'est l'histoire donc de Dacia avec une troupe de mercenaires au service donc d'un gouverneur d'une cité qui se retrouve en plein milieu d'une guerre qui arrive comme ça d'un coup. On sent les prémices, mais quand ça leur tombe dessus, ça fait pas semblant. Et on est effectivement sur du choc de civilisation. Et ce qui m'intéressait justement, c'est ça, c'était le système de magie aussi. Parce qu'il y a les deux magiciens un peu trublions dans la compagnie de mercenaires, mais de l'autre côté, il y a quand même une magie qui est quand même très particulière. Ça, c'est quelque chose aussi que tu voulais créer quelque chose d'un petit peu original ?
Oui, alors vouloir quelque chose d'original, c'est venu un peu tel quel, mais c'est vrai que on a d'un côté dans une des deux civilisations une magie qui est un peu dépréciée en fait. Quand on voit un mage, on s'en méfie un petit peu. C'est des gens qui sont plutôt ostracisés, on va dire. Et de l'autre côté, c'est vraiment diamétralement l'inverse. Puisque la magie c'est considéré comme une espèce de don sacré, les personnes ont été choisies, etc. Et par conséquent, on a appris à beaucoup mieux la connaître. C'est-à-dire que d'un côté, on est resté un peu sur la trouille de ce qu'on connaît pas et de ce qu'on maîtrise pas, et en face, on est dans l'analyse et la technique et l'exploitation de cette ressource. Ce qui fait aussi un peu le déséquilibre d'ailleurs entre les deux civilisations. Exactement. Parce qu'il y en a une, donc effectivement, comme on dit, qui n'aime pas trop ça, et du coup, on se retrouve avec une magie qui est encore très chaotique, pas maîtrisée, où ils ont peur effectivement de l'utiliser. Et alors de l'autre côté, par contre, c'est très logique, très carré, et bonjour les effets, quoi. Ouais. Bah oui, ils ont eu raison de s'y intéresser en fait, quoi. Ça leur donne quelques petits outils sympas pour mettre la pâtée à ceux d'en face, principalement. On va pas vous dire toute l'histoire, de toute façon, on vous en a déjà parlé, mais justement dans la construction de l'univers, comment ça t'est venu, comment tu l'as travaillé? Les deux empires, la carte, hein, forcément, il y a toujours une carte. Comment je l'ai travaillée? Elle s'est bâtie assez au fur et à mesure, en fait. Je suis un petit peu du genre à placer les noms de villes au fur et à mesure que je place les personnages, à calculer un peu, je me rappelle de recherches Google un petit peu obscures, comme beaucoup d'auteurs. Hein. Mais combien de kilomètres fait-on à cheval quand c'est un vrai moyen de transport et pas juste un truc pour une randonnée d'un après-midi? Donc voilà, essayer comme ça de caler les bons endroits. Regarder les préfectures par rapport. C'est ça, ouais, exactement. Et puis voilà, ouais, ça s'est fait de manière exponentielle en fait, les cartes. Et ce qu'on disait quand on avait fait la chronique de Miska, c'est qu'on sent qu'il y a tout un univers qui est là, qui est très présent, qui est limite un personnage à part entière, en plus des conflits entre les différents individus et les points de vue. Mais il y a tout cet univers qui est hyper riche et qui fait qu'on se dit ouais, il y a matière pour plus. Donc est-ce que toi justement dans la conception tu avais plus, ou est-ce que tu vas faire plus? Enfin, comment ça va se passer? Alors, j'avais du mal à envisager mes civilisations comme on peut les trouver, c'est vrai, parfois avec, ça y est, on connaît tout le monde. Voilà, à cet endroit, il y a tel type de personne, à cet endroit, il y a tel autre. Là, en fait, dans leur culture, on n'en est pas encore tout à fait là, quoi. C'est-à-dire qu'ils habitent un morceau de continent qui est déjà relativement vaste. Ils ont des frontières avec d'autres pays qui existent, dont on reparlera peut-être à un moment donné, ou pas, je ne sais pas. Et puis, il y a des endroits du monde où technologiquement ils n'ont pas été encore capables d'explorer, donc c'est terra incognita, et puis voilà, c'est comme ça, je me laisse des portes ouvertes sur leur univers à eux, un peu en gros faut imaginer un peu une Europe 15e siècle, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à bien connaître le monde, mais vous demandez à un Européen 15e ce qui se passe en Chine, il n'est pas non plus au courant des derniers ragots. Quand tu as parlé des Indes et des Amériques, c'est encore autre chose. On sait qu'elle est terre lointaine, mais on n'y a pas été. Exactement. Donc, ce que nous dire, alors après, je sais pas si tu peux parler de quels sont tes futurs projets en tout cas. Il y en a, il y en a plein. Non, mais en fait, j'ai été pendant longtemps une écrivaine qui n'aboutissait pas à ses projets. Donc, j'ai à peu près 150 débuts de choses qui sont pas tous exploitables, mais que certains sans doute que si. Donc voilà, il y a plein de projets dans les tiroirs. Il y a peut-être un projet de spin-off, mais dont on parlera une autre fois. Il y a un petit projet qui peut être sympa de prendre à rebrousse-poil l'éternelle quête du jeune héros qui devient un homme au travers de ses péripéties épiques et tout ça. Ouais. Donc j'avais envie de faire un peu mumuse avec ça, et il y a un petit truc rigolo à faire. Donc voilà. D'accord, donc il y a encore pas mal de choses. Ah oui, ça a plein. Toujours dans des univers de fantasy, en imaginaire Ouais, toujours. J'en ai toujours. Non, en fait, non. En fait, non, j'en ai un autre. J'ai un autre projet avec des rats d'anticipation très collé à notre présent. Et puis peut-être un truc d'anticipation. On va pas appeler ça SF parce que c'est les extraterrestres qui débarquent, pareil, dans un futur relativement proche. Donc voilà. Ouais, non, pas que fantasy en fait. D'accord. On voit tous les genres de l'imaginaire. Ouais, voilà. Bah écoute, en tout cas, on sera ravis d'en reparler avec toi quand ça aboutira, parce que on croise les doigts. Et on te remercie en tout cas d'être venu passer ces quelques minutes avec nous.
Et puis on se dit à très bientôt. Et lisez Eva Martin, Miska. On vous l'a déjà dit, mais on vous le redit quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. Toujours samedi 25 mai, toujours aux Imaginales 2024. Et avec un invité, donc je suis super content de l'avoir à côté. David Camus, donc on avait déjà reçu avec Patrice Louinet pour parler de la correspondance Lovecraft et Robert Howard. Et puis là, du coup, ça fait super plaisir. Merci Fred, c'est sympa. Bonjour à vous, bonjour à tous. On est là pour écouter vos questions et bien sûr, on va y répondre dès qu'elles nous parviendront. Ça me fait plaisir. Je savais pas que tu étais là, c'est sympa. Ils sont là, ils nous regardent. Éventuellement, ils pourront poser des questions, mais peut-être. On vous voit, les grands anciens. Grands et petits anciens. Il y a des petits futurs grands anciens. Ah oui, extrêmement important. On n'est pas grand ancien, on le devient. Surtout qu'en plus, là, on vient de voir des petits anciens, effectivement, en dédicace pour ton dernier roman. On a vu une petite ancienne. Ouais. Qui m'a un peu... Ça fait drôle. Voilà. Alors, il faut expliquer à nos amis pourquoi. Ouais. Donc, c'était en rapport avec mon dernier roman, donc le Pays qui descend. Dont on vous a dit le plus grand mal, bien évidemment. Évidemment, pour ça que je suis là. Dont l'héroïne a 15 ans, qui est destinée, ça c'est par l'éditeur, aux 13 ans plus. Et la jeune fille, moi, me paraissait un peu jeune. Oui. En fait, elle a 11 ans et demi. Et je croyais qu'elle ne l'avait pas lu, donc je parle un peu aux parents pour dire... Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous serez là? Est-ce que, voilà, attention, le livre parle d'un passage, c'est un voyage, mais c'est un voyage qui raconte un passage du monde de l'enfance au monde des adultes, donc c'est pas tout rose. Est-ce que vous êtes sûr que pour votre fille ça ira? Et là, ils me disent, mais elle l'a déjà lu. Elle a adoré. Ouais, c'est drôle. Ça fait drôle parce que, moi j'ai écrit ce livre en pensant à mes filles, qui ont aujourd'hui 13 et 18. C'est un livre qui est destiné, je dirais, qu'est-ce qu'on va dire, 15 plus quand même, plutôt 15 plus, 13, 15 plus, bon. J'avais l'impression d'avoir commis une faute presque, parce que... non, mais j'ai pas envie d'exposer les jeunes. Le livre, tu l'avais dit toi-même, il y a une part de violence. Oui, il y a une part de violence. C'est pas facile, enfin, je l'ai voulu comme ça. Ça affronte des questions auxquelles on est confronté dans le monde des adultes, qui sont la mort, le meurtre, évidemment, le mensonge, l'ambition, etc., le reniement, la renonciation aussi à ses rêves, parce qu'elle est fixe, ceux qui renoncent à leurs rêves. Tout un tas de thématiques qui ne sont pas forcément évidentes pour des trop jeunes, mais apparemment, là, ça ne lui avait pas posé de problème, au contraire. J'en avais rencontré une autre aussi comme ça au Salon du Livre de Paris. Et je me dis, finalement, je suis vieux, quoi. Oui. Donc, du coup, merci, je pensais que tu allais dire non. Mais non, t'inquiète. Non, je suis pas du tout compatissant. Mais en fait, on a prévu les menottes pour l'attacher après, à ce dangereux criminel, vous inquiétez pas. Tout est prévu à la fin de l'interview. Voilà. Ok, je me rends. Donc, du coup, donc, le Pays qui descend, enfin, je vais pas vous refaire l'histoire de pourquoi le roman nous a plu, on remettra le lien dans la vidéo. Mais, justement, la suite est déjà terminée. La suite est terminée. Alors la suite, ça s'appelle La Terre qui monte. Ça alors. On va pas faire de spoiler. Non. La Terre qui monte. Moi, je suis prêt à donner la première phrase du tome 2. Vas-y. C'était une tâche impossible. Et maintenant, je ne dis plus rien. Je confirme que ça paraissait impossible, quand même. J'ai mis 10 ans à l'écrire. Ah oui. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai écrit le tome 1 en 2013. Et je pensais écrire le tome 1 puis le tome 2 à la foulée, tu vois, à la suite l'un de l'autre. Je finis le tome 1, je commence le tome 2, je commence donc avec cette phrase « C'était une tâche impossible », je vois la hauteur de la tâche, et en fait je m'effondre. Et il m'a fallu 10 ans pour revenir à ce livre. C'est non seulement 10 ans, mais un divorce, un départ de France, la vie à Providence, l'intégrale Lovecraft, donc les 7 volumes. Et c'est après avoir terminé mon travail sur l'intégrale Lovecraft que j'ai eu la force, on peut dire. On va savoir pourquoi ou comment. Et l'envie de t'y remettre aussi. Oui, absolument, de terminer ce voyage qui était très important pour moi, parce qu'en fait, je l'avais entamé en 2000. Les premiers synopsis de ce livre datent de 2000. À l'époque, c'était un héros, c'était un petit garçon. Et puis, la vie a fait son chemin. J'ai eu des filles. Et puis, j'ai eu envie de parler à mes filles, d'adresser ce livre à mes filles. Et donc, le garçon héros est devenu une fille héroïne. Et je trouve ça beaucoup mieux, en fait. Oui. On voit pas un garçon faire ça, non.
Non, je pense pas qu'il aurait eu le courage. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Bizarrement, c'est comme si les filles avaient plus de courage que les hommes. Mais... Pour certaines choses, je trouve. Bon, après, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. C'est l'expérience que je dirais qui montre que des fois. Oui, c'est vrai. Ça doit tenir à l'éducation aussi des garçons et des filles. Sans doute. Peut-être que les filles doivent faire preuve de. Alors, c'est pareil, hein, c'est doit mouiller l'expérience. Hein. Doit mouiller. Et puis nous ne sommes pas responsables. Hein, non. Enfin, adressez vos récriminations à Fred. Hein. J'ai l'habitude, allez-y. Ouais, non. Donc c'était une fille, ça me semblait plus naturel, puis je trouvais ça aussi plus jolie. Et. Pour contrebalancer aussi la cruauté du monde. Alors c'est peut-être ça aussi, oui tu as raison, mais finalement on avait vu aussi des choses équivalentes avec Hunger Games, bon, les Divergent, enfin, les héroïnes fines aujourd'hui n'ont rien de... on n'a plus rien de nouveau, si tu veux. Il n'y a plus rien à démontrer. Alors est-ce qu'en 2013, au moment où j'ai écrit ce livre, c'était comme ça? Je me souviens pas trop. Ça commençait. Ça commençait, c'est possible. À peu près cette époque-là, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Enfin bon, moi c'était vraiment, de toute façon je pensais à mes filles, je voulais écrire ça pour elles. Quand je dis à mes filles, c'est parce que j'ai des filles. Peut-être que si j'avais eu des garçons, bon, je l'aurais fait pour mes garçons aussi. En tout cas, c'est pour nos enfants. Il y a toujours eu chez moi cette envie, et c'est valable aussi pour le travail sur Lovecraft, etc. On passe le relais. Moi, je reçois un relais des générations précédentes, et après moi, il y aura 2 générations. Alors, il y a une génération que je connais, celle de mes enfants, une autre que je connais très peut-être, je l'espère, celle de mes petits-enfants, etc. Et puis d'autres encore, mais peu importe, on passe le relais. Je crois que c'est le plus essentiel dans la vie, et c'est ce que j'ai essayé de faire, tu vois, à travers aussi bien mon travail de traducteur avec Lovecraft qu'à travers ce travail de romancier avec Le Pays qui descend. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, un traducteur, par définition aussi, c'est quelqu'un qui passe le relais. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que bon, on a ton travail de traducteur sur l'intégrale Lovecraft qui était juste impressionnant et hallucinant. Et surtout avec ce journal, hein, quasiment au jour le jour à un moment donné. Quoi. Alors il y a 2 choses, si tu veux. Tu as la correspondance, on peut dire, que j'entretiens avec la communauté sur le forum Ulule, qui a permis de financer l'intégrale en 2018, où il y a plus de 9000 messages échangés avec cette communauté. C'est absolument incroyable, sur 4 ans. Donc ça me porte, ça m'accompagne tout le temps, puis il faut bien se remémorer les choses, c'est-à-dire que on commence moi je commence en 2017, mais bon, le financement c'est 2018, on livre les livres en 2021, on est en retard, mais si je vous dis 2020, ça vous évoque quoi? Je crois qu'il y a eu un petit truc qui s'appelait pandémie. Mais... Ah non, mais pandémie, enfin tu vois, confinement, 2020-2021, moi je vais te dire, si j'avais été seul face à Lovecraft 1 an et demi, là, je sais pas, enfin je me passais par la fenêtre, quoi. Enfin, tu vois, il y a de quoi finir comme les héros de Lovecraft. Il y a de quoi finir. Alors déjà que quand tu es accompagné, c'est pas loin, mais là il y avait toute cette communauté, on échangeait, on était ensemble. Enfin, chaque semaine, enfin je commençais la semaine, je me disais tiens, qu'est-ce que je vais poster vendredi, qu'est-ce que je vais leur annoncer comme avancée. On échangeait des nouvelles, tout ça, on progressait. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment du pas à pas, parce que c'est un travail énorme. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que ce travail énorme, quand tu fais une semaine, puis une semaine, enfin c'est même pas semaine, c'est un jour, puis un jour, puis un jour, puis un jour, et ben à un moment donné tu te retournes, il y a 4 ans derrière toi, et puis t'as fini. Oui, puis je me souviens les derniers messages où c'était les 6e ou 7e relectures de chaque bouquin, quelque chose comme ça, où on était presque à la fin. Quoi. Oui, et la fin, il y avait un côté triste. Ouais. En fait, parce que si tu veux, à la fois un côté heureux, parce qu'on allait enfin avoir les livres entre les mains et tout ça, et puis en même temps, c'était la fin de ce voyage, on touchait terre, on était ensemble. C'était tellement curieux. Et alors ce travail, ou ces échanges, on a pu les prolonger avec la correspondance Howard Lovecraft, comme tu sais, dont tu as parlé aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Avec Patrice Louinet. Coucou Patrice Louinet. Salut Patrice, on sait que tu es là, que tu nous regardes. N'oublie pas de liker. Et t'abonner à la chaîne. Et de t'abonner à la chaîne. Et donc, voilà, bon, ça c'était l'an dernier. Et c'est un travail que j'ai entamé en mai. Jusqu'à ce que la chose frappe, innommable, indicible, mais bon, elle ne m'a pas tué en tout cas. Cyclopéen, voilà, donc une maladie, une saloperie, une véritable saloperie, qui a bien failli avoir ma peau l'an dernier, mais qui l'a pas eu, comme vous voyez. Je suis pas une image de synthèse. Hein. Regardez. Je suis en vrai, il me touche, ça fait du bruit, c'est mou. Oui. C'est pas obligé de dire oui, mais je l'ai fait. Bon, dis donc. Et donc, ouais, c'est mou, mais en même temps... Ouais, mais je tiens, je vais te dire. Je tiens. Quand on m'a annoncé la maladie, donc, bon, ça s'appelle une amylose, c'est une maladie. On peut en parler, enfin. Oui. C'est pas un truc hyper drôle, mais donc ça s'appelle une amylose, c'est une maladie aussi rare que grave, voilà. Pas évidente à diagnostiquer, d'ailleurs, d'où le problème, c'est que moi j'ai souffert des symptômes longtemps avant, et puis le temps qu'on trouve cette chose, elle avait déjà
pas mal fait son chemin dans mon corps. Et donc voilà, bon, quand même la bonne nouvelle à un moment donné, c'est qu'on me dit voilà, c'est une amylose de type AL, c'est soignable par chimiothérapie. C'est 2 ans de chimio, dans les 6 premiers mois très difficiles avec risque de mort subite. Ok, bah, qu'est-ce que tu veux ? Et on m'a demandé qu'est-ce que tu as pensé quand on t'a annoncé le diagnostic. Et j'ai dit ben voilà, enfin un adversaire à ma hauteur, on y va. Cette maladie est là. Je ne l'ai pas choisie, tu penses bien ? Enfin, je crois pas. Elle est là, ok, elle m'emmerde, je suis là aussi, on va voir. Et j'ai commencé à, de toute façon je l'avais déjà fait avant, mais à prendre des notes en fait sur tout ce qui m'arrivait à l'hôpital, prendre des photos, documents. Alors il y a des photos non pas classées X, mais interdites aux moins de 18 ans. J'ai photographié ce que les médecins faisaient à mon corps. Voilà. Mais le fait d'avoir, en fait, si tu veux, entrepris avec cette maladie en quelque sorte le même travail qu'avec Lovecraft, en fait, c'est-à-dire documenter, noter, écrire, transcrire, rédiger. Fred, ça m'a aidé à tenir, à avancer. Tu en parlais de jour le jour, et là c'est pareil, c'est au jour le jour. Moi on me dit 2 ans de chimio, 2 ans de chimio, si on commence maintenant, c'est dans 2 ans. Tu vois, donc rendez-vous. Ça passe vite. 2 ans, ça passe super vite. Rends-toi compte, là, donc pour nos amis qui verront peut-être l'émission dans 50 ans, qui ne savent pas, nous sommes en mai 2024, aux Imaginales, donc à Épinal. La dernière fois que je suis venu ici, c'était non pas en tant qu'auteur, mais en tant qu'éditeur, c'était en 2014. Donc il y a 10 ans. Tu te rends compte ? 10 ans, tu crois que je les ai vus passer ? Non, je n'ai pas vu passer. 10 ans, c'est juste incroyable. Non. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Rendez-vous dans 10 ans, je serai toujours là. Bah ouais, écoute. Puis j'espère moi aussi, d'ailleurs. Oui, nous tous. Nous tous. Vous aussi. Ça pourrait être pas mal. Vous aussi, nous vous attendons dans 10 ans et vous pouvez poster des commentaires à lire pour dans 10 ans. On peut dire ça, on se donne rendez-vous pour dans 10 ans. Des time capsules sur Internet, c'est magnifique. Il y aura peut-être même d'autres matériels pour la prise de son. Très marrant. Vive la science-fiction. Ouais. Mettez-nous des messages à lire pour dans 10 ans. Oui, exactement. Voilà. Et donc, la Terre qui monte. La Terre qui monte. Alors il arrive quand celui-là. Alors la Terre qui monte va être publiée. Alors la date n'est pas encore citée. Alors, le livre est terminé, donc il me reste à faire le travail éditorial, c'est-à-dire, d'ailleurs le travail éditorial a plutôt été fait par mon éditeur, déjà fait. Là il faut que je reprenne le livre à la lumière justement des notes de mon éditeur. Le tome 1 était donc paru l'an dernier en octobre. Le tome 2 devrait paraître entre septembre et novembre 2024. Oui, voilà. Donc en gros, si tu veux, entre le 1 et le 2, il y a 1 an. Quoi. Voilà. C'est à peu près pour le salon du livre de Montreuil, je crois de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Montreuil, je crois que c'est début décembre. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et parce que comme c'est une collection jeunesse, du coup, c'est pour ça. Oui, tout à fait, parce que en fait, quand on publie en adulte, on peut se permettre d'avoir des délais plus longs. C'est-à-dire qu'entre l'adulte de 40 ans et l'adulte de 43 ans, pas forcément de grande différence, mais entre l'enfant de 10 ans et l'enfant de 13 ans, ou l'enfant de 13 et l'enfant de 16, c'est vrai que ça va vite. Et comme là, c'est quand même un voyage, etc., il y a aussi l'idée... D'ailleurs, tu remarqueras, je peux dire, c'est un petit léger spoiler, je peux dire. Oh, oui. Le voyage de Lee à la descente dure 1 an, et le voyage de Lee à la montée dure 1 an aussi. Donc en fait, le fait d'avoir 1 an entre les deux, c'est pas complètement idiot. D'accord. 1 année en plus. J'ai l'impression que ce serait plus rapide. À la fin du 1, on se dit que ça va être plus rapide, non ? Tu crois ? Ouais, ça me semblait, ouais. Ouais, mais t'as pas lu le livre. Il a pas lu le tome 2. J'ai pas eu la version bêta encore. Ouais. Mais bon, je sais les personnes qu'il faut corrompre, donc... Ouais. Et donc bon, ça c'est la partie romancier, donc la partie romancier. Et la partie traduction, donc qui a alors, du coup ça a repris un petit peu ou là non, pas du tout. Là honnêtement, je suis pas en état. Ouais. C'est une sacrée énergie qu'il faut avoir. Oui, je suis pas en état, ça demande malheureusement le traitement que j'ai. Divers effets secondaires, comme tu te doutes, notamment sur la concentration, la mémoire, la fatigue, évidemment, ça, voilà. Donc là, je suis pas en état, j'ai pas envie de faire de bêtises. Non, ce que je fais, en revanche, je vais peut-être vous surprendre ou pas, enfin, je sais pas trop. Si on prend les 10 derniers livres, récits, nouvelles que j'ai lus, il y a 9 Lovecraft. C'est-à-dire que... Et je continue aussi à lire autour de Lovecraft, toujours. C'est plus fort que moi en fait, je ne peux pas m'en empêcher, donc je continue à lire, à relire, à annoter, parce que ça me maintient en vie en fait, et donc à me dire ah bah tiens un jour peut-être il y aura une nouvelle édition, ah bah là tiens on pourrait ajouter une petite note de bas de page, ah bah là j'ai mis tel mot, peut-être que tel autre mot, je sais pas, on verra. Et je me dis
il faut que cette, comment te dire, connaissance acquise au cours des années, allez, 2010, 2021, puis après, à travailler Lovecraft, il faut que je la... Tu vois, il faut maintenir les flammes. Ouais. Donc, bon, de toute façon, j'avais jamais cessé de lire Lovecraft déjà avant. Donc, je continue à le lire, mais avec un œil encore plus, mettons... ça fait partie de toi, quoi, quelque part maintenant. Totalement, je pense. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que ce travail, si tu veux, bon, ça l'était déjà avant, mais j'ai l'impression que ma vie et le travail sur Lovecraft, c'est entremêlé, ouais. C'est complètement entremêlé. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un sacré boulot. Enfin, en tout cas, on pourra avoir l'intégrale du coup de Mnemos. Donc vous pouvez toujours la trouver, hein. Pas celle qui était du financement, mais les tomes. Non, je crois qu'il y en a quelques-uns qui commencent à être épuisés d'ailleurs. Hein. Bah, épuisés, mais après ils sont rien. Enfin là, je vois qu'on a déjà vendu. Il y a des volumes qu'on trouve plus. Bon, oui, mais l'édition noire, qui est l'édition collector, ça s'est terminé. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle l'édition blanche, qui est l'édition en librairie. Ça, oui, elle est disponible. Ouais. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, par exemple, si je prends l'exemple de Dexter Ward, de mémoire, donc qui est le volume 3, dans l'édition blanche, je me suis permis de rajouter, je crois, 2 notes de bas de page. Il y avait une coquille, j'ai corrigé la coquille. Ça peut paraître des détails, si tu veux, mais je préfère quand même... Enfin, moi, c'est le texte qui m'importe. Alors, je comprends qu'on soit collector, qu'on s'intéresse à l'objet livre aussi en tant que tel. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que je lis avant tout des textes. Ouais. Donc je pense que plus le texte est parfait et propre, plus c'est intéressant. Voilà. Et alors du coup, bon, nonobstant la maladie bien sûr, mais tu as des projets d'écriture, des choses comme ça qui te donnent envie de... En tant que traducteur ou en tant qu'auteur Oui, bien sûr. C'est-à-dire que après, bon, La Terre qui monte, c'est terminé. Alors en tant qu'auteur, oui, j'ai mes rêves. Je dirais, j'en ai 3 plus 1. Alors tu vois, c'est une réponse là vraiment. Tu vois, j'avais pas pensé avant, mais je te dis tout de suite 3 plus 1. Le premier... c'est pour mes filles encore. Je n'aurais peut-être pas dû le dire, si jamais elles voient ça. Non, ça devait être une surprise. Mais bon, de toute façon, elles ne savent pas quoi. Mais bon, c'est encore pour mes filles. Oui, j'ai pas fini de leur parler. Donc, je voudrais faire quelque chose encore pour mes filles. Ça, c'est une première chose. Le deuxième, c'est plutôt un livre de littérature blanche, littérature générale, on verra. Le troisième, c'est quelque chose à quoi je tiens et à quoi je travaille depuis 2010. Que je voudrais appeler Retour à Providence. Pour l'instant, c'est un titre provisoire. Donc, il suppose que je retourne à Providence, où je suis déjà allé en 2010. Et c'est un livre où je souhaite mettre en parallèle, si vous voulez, le retour de Lovecraft à Providence, donc en 1926. Sa vie est modifiée. Son rapport à sa famille, son rapport à l'écriture. Et mon propre futur retour à Providence en je ne sais quand. J'espérais le faire cette année, mais bon, là, c'est pas possible. Mais ça arrivera un jour. Et mon rapport à l'écriture, mon rapport à ma famille. Voilà. Donc c'était un travail sur... Parce que, enfin, de la même manière que Patrice Louinet ne travaille pas sur Howard par hasard. Bon, moi j'ai traduit d'autres auteurs que Lovecraft, mais je n'ai jamais traduit personne comme Lovecraft, enfin, à ce point. C'est pas un hasard non plus, je pense pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas tellement qu'on a choisi, c'est qu'on a le sentiment... Je sais même pas si c'est d'avoir été choisi, je veux pas dire ça, mais c'est vrai d'une rencontre stupéfiante et à laquelle sans doute j'étais destiné. Mais qui va de soi, j'allais dire. Oui, qui va de soi, à laquelle j'étais destiné. Tu vois, enfin, je le lis depuis 82. Donc, juste pour dire, c'est depuis que j'ai 12 ans. L'éditeur, pour lui, ça coulait de source. Voilà, c'était évident que c'était moi qui devais traduire ça. Enfin, il y a une sorte d'évidence qui s'est installée comme ça. C'est vrai que quand j'ai commencé à le traduire, c'est Les Contrées du rêve. Tout de suite, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de ma préface. Enfin, si tu veux. Et tout le long de mon travail comme ça, il a été habité par des rêves. J'ai rêvé de Kadat. Par exemple, je me souviens, pour l'anecdote, là, quand on a fait l'ouvrage Kadat, le guide de la cité inconnue avec Nicolas Fructus, qui est paru, donc, ouais, c'est chouette, qui est paru chez Mnemos. J'ai une discussion comme ça avec Nicolas sur comment représenter Kadat. Et Nicolas me dit, oh, c'est une montagne énorme, tout ça. Et je lui dis, mais Nicolas, elle est tellement grande, elle perce le ciel, elle va dans l'espace. Nicolas me dit, tu crois? Je lui dis, mais oui. Et la nuit même, je fais un rêve, je rêve que je suis au sommet de Kadat, je me penche par-dessus un parapet. Alors, ne me demandez pas comment, mais voilà, c'est arrivé. Et je suis dans l'espace et je vois les contrées du rêve s'étaler comme ça en bas, tout en bas. Et je me dis, mais oui, j'y suis. Je vois bien que la montagne, elle est dans l'espace parce que j'y suis, je le vois. Donc le lendemain, j'ai appelé Nicolas et je lui ai dit, Nicolas, tu vas pas le croire, j'ai rêvé de Kadat, ce que je t'ai dit, je te le confirme, cette montagne, elle perce le ciel. Et il dit, ah bon, d'accord, si tu y allais, on va faire comme ça. Et donc, effectivement, elle perce le ciel. Elle perce le ciel. Et donc, il y a des... Voilà, ça a été
c'est ça qui était fou dans cette aventure Lovecraftienne, c'est que il y a eu des miracles, il y a eu des... Quand je te dis miracle, c'est miracle. Hein. Il y a eu des hallucinations, il y a eu des révélations, il y a eu des épisodes d'angoisse, tout ce qu'on veut, des rêves, beaucoup de rêves. C'était totalement entremêlé. Donc ça, cet ouvrage sur Providence, vous comprenez bien que voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc ça, c'est l'ouvrage 3. Et alors pourquoi je disais 3+1 ? Parce qu'en fait, au moment de ma maladie l'an dernier, où j'étais donc entre la vie et la mort pendant un certain temps, on ne savait pas trop. Voilà, c'est assez particulier d'être confronté à ces choses-là. Il faut parler aux enfants, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une chose à laquelle on a tous pensé, je crois, parce qu'on sait qu'on y sera confronté un jour ou l'autre, inévitablement. Mais quand c'est là, si tu veux, c'est un peu différent. J'allais dire, pas de panique. Non mais vraiment, pas de panique. S'il y a une chose que mon travail sur Lovecraft m'a apprise, vraiment, c'est... il n'y a aucune raison d'avoir peur, en fait. Enfin, je peux le dire ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur. J'ai eu ce sentiment, je peux le dire tel que je l'ai ressenti à l'époque, c'est... ce qui en nous vit n'est pas nous. Vivez déjà avant et vivra longtemps après. Cette espèce de sentiment d'éternité, si tu veux, que tu sens passer à travers toi, te traverser. De distanciation aussi, ouais. De distanciation aussi. Bon, ça, je trouve ça assez incroyable. Voilà, donc c'est le +1, en fait, c'est comme j'ai pris des notes tout le temps à l'hôpital, au quotidien pour tenir. Pour moi, c'est une histoire heureuse, c'est-à-dire que, enfin, dans la mesure où je suis toujours là et tout ça, et puis j'entendais aussi beaucoup les infirmières rire, c'était important. Je laissais la porte de ma chambre à l'hôpital ouverte, et j'ai une amie, un jour je fais un lapsus, j'ai une amie qui me dit, mais pourquoi tu laisses la porte de ta chambre ouverte comme ça ? Et je voulais lui dire, pour faire un courant d'air, mais en fait j'entendais les rires des infirmières qui étaient tellement importants pour moi, et je dis, au lieu de dire pour faire un courant d'air, je dis pour faire un courant d'elles, les infirmières. Ouais. C'était la vie qui entrait dans ma chambre, si tu veux, et si j'écris quelque chose là-dessus, je veux que ce soit une leçon de joie, de bonheur, des épreuves comme ça, je crois que on les traverse, enfin, on sera nombreux à en traverser. Si c'est pas nous, c'est des proches. On ne le choisit pas, il faut faire avec. On le choisit pas, ça fait partie de la vie. Mais j'allais dire, mais ça c'est mon côté volontairement optimiste, si tu veux. Il y a du bien à en tirer. Il y a du bon aussi là-dedans. Il y a de l'amour aussi là-dedans. Et donc ça, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Voilà. Alors je sais pas si je te parle de 3 pour G+1, c'est déjà énorme. Tu vois la vitesse à laquelle je travaille, qui est pas. Enfin, je travaille pas super vite, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir des rêves. Ouais, écoute, nous en tout cas, on va suivre tout ça. On continuera à t'embêter violemment sur Mastodon, entre autres. Ah oui, c'est chouette ça. De temps en temps, on en voit. Mastodon, venez sur Mastodon parce que c'est beaucoup mieux que Twitter, c'est beaucoup plus sympa. C'est pas difficile, on parle beaucoup. Non, c'est pas difficile, d'accord. Oui. Mais on parle beaucoup de jeux de rôle, c'est assez sympa. Il y a une grande communauté de rôlistes. Ouais, c'est assez chouette, une grande communauté de l'imaginaire aussi. C'est vraiment, moi, c'est un lieu que je trouve plutôt bienveillant. Oui. Franchement. C'est agréable. Ouais. Voilà. Et pour moi, ça vous permettra de foutre à la poubelle Twittron, qui est quand même une belle décharge, faut bien le dire. Voilà. Eh ben, écoute, en tout cas, on te remercie d'être venu passer ces quelques minutes avec nous pendant les Imaginales. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, si vous avez écouté jusque-là. On essaie de les dresser pour qu'ils écoutent jusqu'au bout. Oui, vous avez été scotchés. Ouais. Donc, merci tout plein, et puis à très vite aux Imaginales. Au revoir. Ciao. À bientôt. Eh bien, bonjour, bienvenue sur Alessandre Podcast. On est toujours le samedi 25 mai, toujours aux Imaginales 2024. Et cette fois-ci, donc, nouvel invité, donc, Stéphane Plateau. Écoute, bonjour Stéphane, merci de nous consacrer ces quelques minutes. Et si tu veux juste très rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les vilains. Évidemment. Alors, je suis Stéphane Plateau. Je suis un auteur de fantasy belge. Je fais une fantasy plutôt pour adultes, nourrie d'histoire, de sciences humaines. Je suis historien de formation. Je suis aussi travailleur social. Ça se sent dans ma plume puisque je m'intéresse beaucoup je dis que je fais une fantasy des 99% et pas une fantasy des 1%. C'est-à-dire une fantasy qui ne s'intéresse pas qu'aux princes, aux nobles, aux chevaliers, à l'élite en fait, mais également au peuple, aux humbles bateliers, aux marginaux, aux exclus, aux minorités qui créent des corporations secrètes pour s'entraider, survivre à l'oppression. Voilà, c'est une fantasy qui est finalement assez sociale, qu'on peut rapprocher finalement de
de la rupture avec l'épopée que la littérature générale a connue au XIXe siècle avec le courant réaliste et naturaliste, où on va s'intéresser aussi au quotidien et aussi aux gens du peuple. Et c'est ça qui va rendre le monde très consistant, en fait, plus consistant que de regarder Place Royale au Moyen-Âge, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on approche ce monde de fantasy plus par le côté, le socle, c'est-à-dire la base, plutôt que vu d'en haut, effectivement, par tout ce qui est noblesse, prophétie et tout ça. Alors, je vous cache pas que dans le Sentier des Astres, il y a des prophéties, bien sûr, mais pas que. En tout cas, il y a du fantastique, il y a du merveilleux, il y a des êtres légendaires, il y a une forte rencontre avec le mythe, mais mythe qui finalement est souvent le surhumain. Les géants et les dieux, les géants solaires, les géants lunaires qui peuplent les Sentiers des Astres, ce sont des créatures qui nous dépassent très fortement, mais c'est en parlant du surhumain qu'on peut aussi dire quelque chose de l'humain, ce qui est assez au centre de mon propos. Après, oui, ça peut avoir un petit côté Maupassant, un petit côté Zola, etc. par moment, en tout cas des drames un peu plus intimes, une forte dimension psychologique, mais ça reste aussi une œuvre conçue par un rôliste. C'est-à-dire que c'est aussi une grande saga où les personnages ont des masques qui tombent, se révèlent, où il y a des twists, où il y a différents niveaux d'intrigue, où il y a un niveau d'intrigue qui est plus profond que les autres, où on va faire référence à des légendes du passé dont certains éléments reviennent de façon transformée. Et voilà, il y a une certaine ampleur qui pourrait faire une assez longue campagne de jeux de rôle. Oui, parce que nous, on est effectivement une chaîne de jeux de rôle et d'imaginaire. C'était un petit peu l'occasion. C'est vrai que on discutait avec beaucoup d'autrices et d'auteurs, il y a beaucoup de rôlistes totalement assumés aux Imaginales et puis dans tous les festivals qu'on peut croiser. Mais oui, et parfois c'est marrant, on a un collègue un peu gêné qui nous fait, sans trop oser le dire, j'ai jamais fait de jeu de rôle moi. Mais c'est plutôt rare en fait. De moins en moins. Ouais, mais c'est complètement leur droit, c'est totalement ok. Ça les gars, les pauvres, mais voilà. Mais oui, c'est plutôt l'exception en fait, et c'est une bonne école parce que autant au début des années 2000, si on cherchait à écrire, on disait pas à la limite qu'on faisait du jeu de rôle parce que ça aurait pu nous décrédibiliser. Autant maintenant, des auteurs comme Jean-Philippe Jaworski assument totalement d'être des rôlistes et c'est vrai qu'on peut l'assumer parce que ça a des aspects très intéressants. Ce qui est très très gai avec un jeu de rôle et qui est très formateur pour un auteur. Alors c'est déjà le côté très immersif, d'être habitué à la subjectivité, que voit, que sent, qu'entend, qu'écoute tel personnage. Et donc ça permet d'être plus attentif à travers les 5 sens, être immersif. Mais c'est aussi l'habitude le fait de ne pas contrôler totalement l'histoire est extrêmement fertile. Parce que ne pas contrôler totalement l'histoire, c'est une occasion d'avoir des contraintes qui vont vous forcer à sortir des ornières et des clichés faciles. Et vous avez peut-être, comme maître de jeu, tous connu le moment où les joueurs ne font pas du tout ce qui est prévu. Et voilà. Et le scénario sort complètement des rails. Et au lieu d'affronter le groupe d'ennemis avec lequel ils entament une poursuite depuis 17 parties, au moment de la confrontation finale, alors que vous avez rêvé du combat entre le guerrier du groupe et l'anti-paladin en face, tout d'un coup ils se mettent à négocier. Il provoque une cassure dans le groupe d'en face qui était déjà plus très solide, et puis ça se termine en négociation avec une partie du groupe. Mais c'est génial parce que c'est ça qui permet justement d'éviter finalement ce qui était un cliché finalement, cet affrontement final. Et le fait de sortir de ces ornières, de sortir de ces clichés, ça le jeu de rôle travaille ça. C'est pour ça que parfois j'utilise un dé. Parfois j'utilise un dé sur certaines scènes pour essayer de me faire dérailler et d'examiner des scénarios qui déraillent, pour essayer de sortir du canevas tout fait que l'écriture, le canevas hollywoodien, les attendus en fait, les étapes obligatoires. Harry Potter devait absolument affronter Voldemort en personne et c'est lui qui devait le tuer. Ben, c'est dommage, J.K. Moi j'aurais préféré que ça soit Rogue qui porte le coup fatal par exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup qui effectivement. Ouais, parfois on tombe tous dans des clichés, dans des canevas, mais voilà, je trouve que le jeu de rôle, le côté je contrôle pas tout est très intéressant. Et alors parfois, on fait aussi grandir nos personnages dans notre arrière-boutique et ils grandissent tout seuls, ils prennent leur propre vie et ce moment où ils vous échappent, ça c'est quelque chose de jubilatoire parce qu'ils commencent à agir malgré vous et parfois effectivement on voit des personnages qui sortent vraiment de l'arrière-boutique de votre conscience, vous vous y attendez pas, vous l'aviez pas du tout prévu et ils vous disent je veux faire ça, comme si c'était
des joueurs de jeux de rôle en fait. Ils ont acquis suffisamment de consistance pour agir presque tout seuls et dicter à l'auteur ce qu'ils veulent faire, comme si c'était des joueurs dans ma tête. Et quand mes personnages deviennent des joueurs de jeux de rôle dans ma tête, là je sais que je tiens le bon bout. Du coup, on va parler un petit peu du Sentier des Astres, puisque c'est voilà, les ouvrages qui sont chez les Moutons Électriques. Donc, premier tome, Manesh, deuxième, Shakti, troisième, Meijo. J'en suis encore là pour le moment, je ne suis pas allé encore au bout. Donc, c'est Jaunes Yeux, le quatrième. Oui. Et le cinquième, ça va plus trop tarder. Le cinquième est en cours de rédaction. En gestation. En gestation, voilà. Et c'était prévu en combien de tonnes à peu près pour toi ? Je peux pas encore donner de date, je suis désolé. C'est un trop gros monstre, ce dernier tome, il est très gros. Et je le soigne, je le peaufine, et c'est la conclusion d'une grosse saga. Donc... C'est ça s'arrête au tome 5, quoi. Voilà, normalement ça s'arrête au tome 5. Au pire, il sera coupé en deux, mais sorti de façon ramassée. Voilà. Et sorti du Sentier des Astres, donc il y a aussi des nouvelles, d'autres romans, des choses comme ça ? Oui. Oui, donc j'ai un recueil notamment qui s'appelle Les Embrasés, qui est sorti l'année passée, qui reprend des récits plus courts dans le même univers, mais qui sont tout à fait autonomes, qui n'ont rien à voir avec la saga, à part l'univers, qui s'appelle donc le recueil s'appelle Les Embrasés. Dedans, il y a une nouvelle qui s'appelle 1000 et une torches, qui raconte les débuts de la guerre civile dont il est question. Oui. Voilà, dans la saga. Mais nous avons Dévoreur, là, qui est tout à fait indépendant, qui raconte, qui pose un peu la question si votre meilleur ami devient tout d'un coup un monstre, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour l'en sauver, et à partir de quand vous coupez les ponts pour vous protéger. Et si vous coupez les ponts, quelle est votre responsabilité par rapport aux enfants de votre ami avec lesquels vous avez une relation, etc., etc. Il y a ensuite un roman qui s'appelle, qui est le plat de résistance du recueil, qui s'appelle Les eaux de sous le monde, qui ressortira en poche chez J'ai lu en septembre, qui est une sorte de nom de la rose au féminin. On va suivre la rivalité de deux couvents hospitaliers établis dans la même ville sur deux collines très proches, trop proches. Donc deux hôpitaux gérés par des couvents féminins qui vont donc se faire des sales coups. Lutter pour les vocations, le patrimoine immobilier, se faire des couvages du genre, il y en a un des couvents fait une grande procession religieuse à travers la ville, l'autre organise une contre-procession avec des aveugles pour foutre le bordel dans la procession des premiers, enfin voilà ce genre de choses. Et puis il y a une inondation dans la ville, et ça fait... qui dévaste vraiment les rues de la cité, et ça fait remonter de sous un puits dans l'un des deux monastères des choses qui étaient enfouies, des choses qu'on avait jetées dans l'inframonde, qui est le monde où on évacue les souvenirs, les traumas, et tout ce dont on ne veut pas se souvenir, tout ce dont on ne veut plus. Et voilà, ces choses remontent. Et il y a notamment une revenante qui déboule dans le monastère. Mais donc c'est un roman où il y a un seul personnage masculin. Alors avouons-le, il arrive en position de sauveur masculin, de male savior, mais est-ce qu'il va y rester ? Nous le verrons. Pour le reste, nous avons des personnages féminins très chouettes, parce que les couvents sont des centres d'excellence et les monastères, donc on a des chirurgiennes de haut vol, des enlumineuses de grand talent, des abbesses visionnaires qui défendent les pauvres, on a des reprises de justice aussi, et puis on a Azal, la noueuse, qui est une jeune nonne victime de la poliomyélite, qui ne peut plus déplier les hanches et qui donc marche à quatre pattes, mais elle le fait bien. Et dans certains environnements, elle est mieux adaptée que les bipèdes. Et donc c'est un personnage moins valide, mais qui n'est pas du tout un personnage assisté, qui tient pleinement sa place dans le récit et qui est tout aussi actif, tout aussi capable et qui va tout aussi et même plus agir sur la résolution de l'action que le héros désigné au départ. Alors, du coup, je vais revenir sur le Sentier des Astres, oui. Parce que, donc, comme je disais, je suis en pleine lecture, mais audio-lecture. Oui. Et alors, déjà, premier point, la personne qui lit, c'est juste extraordinaire. Donc, c'est, Mathieu Dahan, si tu nous entends, tu es extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est un travail assez incroyable, la façon dont il arrive à moduler sa voix pour faire tous les personnages, qu'ils soient féminins, masculins ou même plus profond, voilà, je ne vais pas vous en dire plus non plus. Mais la particularité du Sentier des Astres, alors ça, j'ai plusieurs questions à te poser dessus, c'est déjà sur la rythmique. Parce qu'on la sent quand c'est lu, on la sent encore plus qu'à la lecture, je trouve. Il y a une vraie rythmique du conte. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais tout de suite envie de faire ? Alors, ce qui se passe, c'est que le narrateur de ma saga est un barde. Voilà. Et un barde, c'est un gardien de la tradition orale, c'est un conteur, c'est un musicien. Il s'exprime, il raconte les récits épiques, les grands épiques et les grands récits mythiques sont en vers. C'est de la poésie bardique et donc forcément le rythme est très important. Ce rythme aide à fixer dans la mémoire du barde et de l'auditoire les contenus et ça crée aussi une sorte de transe poétique que j'ai expérimenté parce que
j'adore les bardes en jeu de rôle, c'est mon personnage préféré. J'ai eu des bardes nains, j'ai eu des bardes humains, j'ai eu plein de types de bardes. C'est pas du tout, ce que j'aime jouer, c'est pas du tout le barde frivole, un peu cliché, qui veut courtiser, courir les jupons à droite à gauche. C'est pas du tout ce barde-là que je vois. Moi, c'est le barde gardien de la tradition orale, le barde druidique, en fait, qui fait partie de la caste des druides dans le monde celtique, qui transmet les récits de sagesse et qui est musicien par la même occasion. Je suis musicien, donc évidemment c'est une des choses qui fait que j'adore les bardes. Donc voilà, c'est pas vraiment le même barde en fait, et c'est le barde qui notamment collecte et garde des chants primordiaux qui racontent l'origine des choses et donnent du pouvoir sur les choses. Et dans ma saga, c'est un pouvoir absolument impressionnant qu'on utilise très rarement quand on est barde, mais qui est très impressionnant. Vous l'avez utilisé qu'une fois pour l'instant. 2 2 à partir du 3e tome, mais pas encore, peut-être. Ah pardon. C'est pour ça. Donc c'est pardon pour le spoil. C'est pas grave. Voilà. Et donc pour retrouver l'art du barde et la voix du barde, je me suis plongé dans le Kalevala, qui sont les grands récits mythologiques finnois, donc Finlande, Carélie, Pays Baltes, etc., qui ont été recueillis seulement au 19e siècle de la bouche des derniers bardes. Et c'était des gens qui connaissaient, qui pouvaient dévider par cœur 4000 vers d'un coup, d'une traite, impeccablement fixés dans leur mémoire. Et donc, des érudits ont collecté ça dans le cadre du mouvement un peu nationaliste du 19e, et ils ont collecté tous ces récits de bardes, ils en ont fait le Kalevala. Et donc, c'est en vers. La traduction française, le traducteur a dû ressusciter des mots d'anciens français pour y arriver, et pour arriver à restituer la richesse de la langue des bardes finnois. Et c'est absolument magnifique. Et donc, j'ai travaillé avec des amis, tous rôlistes évidemment. On avait organisé une soirée lecture du Kalevala avant que j'entame l'écriture du Sentier des Astres, et il y avait un pote harpiste, il y avait des gens qui venaient du milieu de la reconstitution historique médiévale que j'ai beaucoup pratiqué aussi. Je suis un combattant en armure lourde, en tout cas je l'ai été. Et donc on a joué au barde, on a lu le texte en vers du Kalevala, accompagné de harpistes, de joueurs de psalterion, etc. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on croyait lire 3/4 d'heure, et en fait, quand on s'est arrêté, 3 heures étaient passées, on avait lu 120 pages de vers, et on s'en était pas rendu compte. Donc en fait, on s'est balancé un charme de barde, en fait, on s'est auto-charmé, auto-hypnotisé. Voilà, avec la transe de cette poésie, on s'est retrouvé, voilà. A vraiment réussi le jet de charme, enfin c'est le texte qui avait réussi le jet de charme, mais donc on était hypnotisé. C'est assez fabuleux en fait comme découverte, et donc ça a fort influencé mon barde raconte la saga, c'est lui le narrateur, il est le témoin des hauts faits de ses compagnons. Parfois en fait il en accomplit lui-même, et il a très bien appris une leçon qu'il a pris dans sa jeunesse, c'est que le barde devait être modeste, devait être au service du récit, au service des personnages dont il est le témoin, dont il raconte l'existence. C'est aussi un diplomate, ce qui suppose de pouvoir s'effacer. Dans le monde celtique, le barde est un diplomate. Il est titulaire de terribles malédictions aussi, le glam d'Isin. Donc voilà, c'est ce barde-là celtique qui m'a surtout servi de modèle, et la langue est travaillée dans les Sentiers des Astres. Et elle est effectivement, je lis mes textes à voix haute avant de les finaliser. Parce que comme je vous dis, hein, ça se sent vraiment à la lecture. Alors forcément, comme je suis en audio-livre, on en prend plein la tête, quoi, voilà. Et justement, pour parler de la structure donc, du Sentier des Astres, avant de parler exactement comment fonctionne le récit, on est sur quelque chose, une trame qui peut sembler un peu classique. On va chercher le roi d'Isère qui est perdu dans le Grand Nord pour avoir ce qu'il faut pour gagner une guerre civile. C'est vrai que la guerre civile, on ne sait pas trop les origines dans ces romans-là. Et il y a plusieurs factions qui s'affrontent. Et on a un mélange de légendes celtiques et les brahmines, qui sont plutôt hindouistes, effectivement. Les castes hindouistes. Les brahmines Y2N, c'est vraiment une fusion entre les druides et les brahmanes. Ouais, ça c'était vraiment excellent. Et avec ces anciens dieux, les nouveaux dieux, donc c'est quelque chose qui fait très indo-européen, quelque part. Donc, les nouveaux dieux qui écrasent les anciens, qui se réfugient, etc. Et ces malédictions qui parcourent le monde. Et on a ce premier récit où effectivement on suit une gabbard qui récupère un corps sur le fleuve, c'est le Flamar. Le Flamar, oui. C'est vrai, c'est bon. J'arrive encore à les prononcer correctement. Et ce corps, donc, c'est ce qu'on appellera le bâtard de Marshmar, Manesh. Et on apprend donc alors je ne vais pas trop vous spoiler quand même, mais on apprend que c'est tout de suite à moitié solaire, donc un demi-dieu quelque part. Plus ou moins, oui. Ouais. Et voilà, je vais pas vous expliquer le fonctionnement de tout le récit, parce que il faut découvrir le Sentier des Astres. Je pense que vous serez autant surpris que moi à la lecture. C'est qu'il y a des twists sur les différents personnages. Sur le tome 2,
on reste toujours sur la même troupe, mais on revient sur le récit par d'autres personnages. Donc Shakti, la courtisane, le tome 3 sera Meijo, alors j'avoue que je suis très curieux de voir comment il va arriver dans le groupe, ou pas. Alors oui, Meijo, c'est la suite du récit de la courtisane en fait, mais simplement il est titré d'après ce personnage parce qu'il tient évidemment un rôle clé dans le récit de vie de la courtisane. En fait, le principe de la saga des Sentiers des Astres, c'est qu'on a ces personnages qui sont rassemblés sur le bateau, qui remontent le fleuve vers sa source à la recherche de cet oracle mystérieux, le roi d'Iseur, qui va leur permettre de renverser le cours de la guerre civile. Et ces personnages se connaissent pas tous très bien, et comme c'est un contexte de guerre civile, alors déjà le Manèche, bâtard de Marmar, qui est ramassé sur le fleuve, bah oui, qu'est-ce qu'un compatriote fait à des milles de toute civilisation, précisément alors face au cours de cette mission La Dernière Chance, s'éveille le soupçon. La courtisane et sa gamine de 8 ans, qu'est-ce qu'elles font à bord d'un bateau qui est chargé de soudards, de partisans forgés à la guerre civile, et donc ces personnages, voilà pourquoi le capitaine protège ces deux personnes. Et donc il y a beaucoup de mystères qui entourent les personnages, et ces mystères est propice à agiter des tensions, des soupçons dans le groupe. Et donc de temps en temps, sous la pression du groupe, il y a un personnage ou l'autre qui passe à table et qui raconte sa vie en fait, qui raconte ce qu'il a amené là. Et on va le mettre tout de suite en termes de jeu de rôle. Les Sentiers des Astres, c'est cette gabarre, c'est le moment où la partie commence, à la fin du background des personnages. Et ce qu'on va vous raconter pendant la saga, c'est le parfois très long background des personnages. Je pense qu'ils sont pas de premier niveau quand ils commencent cette partie ensemble. Non, en tout cas, c'est un peu la rencontre de personnages qui ont leur parcours individuel, qu'on va raconter en roman choral, mais pas dans la même temporalité, hein, c'est des récits dans le passé. Ces gens vont raconter leur background à leurs compagnons, et puis on voit si le groupe arrive à tenir ensemble, hein, entre l'assassin et le paladin. Je caricature parce que c'est pas ça, les personnages c'est pas ça, mais c'est des personnages qui sont peut-être pas toujours complètement compatibles, et je pense que le maître de jeu des Sentiers des Astres va avoir beaucoup de mal à tenir sa table ensemble à pas mal de moments, et ça se sent. Je vous laisse faire les rapports entre les lanciers et le solaire. Que du bonheur. Mais effectivement, il y a aussi, comme tu dis, cette temporalité où on avance dans l'histoire en reculant dans le passé. Oui. Et ça rajoute pareil à l'oralité, à la façon dont le récit est traité sous forme de conte, quoi. Oui, alors le principe, c'est que dans les récits de vie, alors le barde, évidemment, étant le témoin des hauts faits des autres, recueille les récits de vie, mais aussi dans les récits de vie, donc dans les backgrounds en fait de ces personnages, chacun d'eux contient sans doute une des clés de la réussite de l'intrigue principale, de la survie du groupe, tout simplement. Chacun a dans son récit de vie des clés pour que le groupe s'en sorte. Tout comme le titre de la saga, Le Sentier des Astres, qu'on découvre réellement dans le tome 2 en fait. Alors, Les Sentiers des Astres, le titre se dévoile plus pleinement dans le troisième tome, en fait, où on voit qu'il s'agit d'un procédé de voyage particulier, mais Les Sentiers des Astres aussi, ce sont des destinées. Pourquoi ? Parce que les dieux supérieurs, les dieux suprêmes dans l'univers, ce sont les astres, les planètes majeures qui symbolisent à la fois la structure du cosmos. Bon, ce sont basiquement les grandes planètes, mais qui symbolisent aussi, qu'on retrouve aussi comme des forces intérieures. Alors il y a cette idée que les forces structurantes du cosmos se retrouvent aussi en dedans, pas en copie, elles sont aussi en nous. Bon, c'est assez difficile à comprendre, c'est de la mystique de l'univers des Sentiers des Astres, mais où elles symbolisent un peu les grandes pulsions intérieures, les grandes forces qui meuvent l'âme humaine de l'intérieur, faste ou néfaste, ou parfois faste, parfois néfaste selon les cas. Et donc, les Sentiers des Astres, ce sont quelque part les chemins de vie, des parcours de vie que nos astres intérieurs nous poussent à prendre. Ouais. C'est vrai que Manèche là-dessus, c'était vraiment... tu sens tout le parcours de tout ce qu'il a subi aussi, quand il était plus jeune, quoi. Et alors, on peut aller un peu plus loin aussi, c'est que les astres, c'est aussi des étoiles. C'est la bonne étoile ou la mauvaise étoile, celle sous laquelle on est né. Et on est quand même aussi dans un monde avec une vision des choses assez matérialiste, dans lequel les gens sont nés dans une certaine classe sociale et dans un certain contexte qui va déterminer fortement leur vie, les options qu'ils auront ou qu'ils n'auront pas devant eux, et les options qu'ils auront tendance à prendre et celles qu'ils n'auront pas tendance à prendre. Donc, on n'est pas dans un monde naïf. Voilà. On est dans un monde qui n'est pas toujours juste. Puis on a des interrogations aussi qui sont très en relation avec notre monde contemporain. Je pense par exemple au personnage de Meijo tel qu'il a raconté dans le tome 2 en tout cas, comment Nizu alias Shakti le décrit. Oui. Tu sens que c'est quand même le noble qui a été rejeté, qui veut faire ses preuves,
qui veut tout combattre, une espèce de masculinité un peu toxique quand même, qui l'emmène du coup à transgresser des règles aussi, quoi. Enfin, je vais pas trop spoiler l'histoire, mais ça fait écho aussi à des choses très contemporaines, quoi. Oui, alors je vais pas divulgacher. Le personnage de Mejo est un personnage effectivement très intéressant. Quand on le voit dans le 2e tome, on a quelques petits. On aime le détester. Oui, il y a quelques petits signaux d'alerte, on va dire. Il y a beaucoup d'orgueil en tout cas, et ça pousse à certains comportements. Donc après, comment va évoluer le personnage, en bien, en mal? Est-ce qu'il va mûrir, est-ce qu'il va s'enfoncer dans quelque chose de pas bien? Mais je vous laisse le découvrir. Mais c'est un personnage très intéressant, et en tout cas, on peut dire que de ce point de vue-là, via le récit de la courtisane, qui est le récit du personnage féminin principal, encore que la petite fille soit encore plus importante qu'elle, c'est une anti-romantasy. Ah oui. C'est vraiment l'anti-romantasy. Ah ouais, complet, ouais. C'est l'amour, l'amour, quelque part on le sent que c'est de l'amour que d'un côté, en plus. Tu le sens dans son récit, quoi, que tu sais pas si les sentiments sont vraiment partagés en plus. Je vais de nouveau pas en dire trop. Si, ils peuvent l'être, mais c'est quoi l'amour? Il y a des gens qui croient aimer parfois. Mais l'amour, ça s'apprend. Aimer, ça s'apprend. Et ça suppose aussi de se remettre en question. Donc voilà, à voir si le personnage le fera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la profondeur psychologique des personnages est importante pour moi. Et le travail sur cette relation-là a été un énorme travail. Pour être juste. Ouais, de toute façon ça se sent dans la lecture, donc comme je vous dis, hein, en audio-livre, si vous avez l'occasion, foncez, parce que ça rajoute une dimension qui est pas négligeable pour le coup. Hein. Audio-livre c'est toujours sympa, mais pas le plaisir de lecture, mais là c'est vrai que ça rajoute un souffle, quoi. Alors Mathieu Dahan, le lecteur de la version donc audible, le livre audio, est un comédien excellent, qui avait déjà fait notamment Dan Simmons pour Audible, et qui s'est porté volontaire pour les Sentiers des Astres parce qu'il les avait lus, qu'il voulait le faire. Donc il m'a contacté et on a beaucoup bossé ensemble, notamment il m'a demandé de prononcer les mots, les noms propres des personnages comme je les entendais. Voilà. J'ai lui envoyé des Fintan Calatin, etc. C'est Perdouan Namarantri, etc. Voilà. Ouais, j'avoue que du coup maintenant je les prononce pareil aussi, hein. C'est bien pratique. Donc du coup, comme tu dis, c'est une saga qui va se clôturer donc au tome 5. Tu as déjà le titre, ça on peut en parler ou pas trop? Eh ben j'ai pas le titre encore. Non, c'est difficile parce que c'est conclusif et que jusqu'ici tous les tomes avaient parlé d'un personnage, et c'est difficile de mettre un nom en particulier au dernier tome. Ouais. Oui, parce que c'est les romans chorales qui se regroupent pour le bouquet final. Ouais, c'est ça. Voilà, on va s'en venir quand même, de toute façon. Hein. Ouais. Le début, c'est quelque part, c'est annoncé, puisque c'est un récit de fantasy avec une quête vers le fameux roi Deezer. Alors c'est vrai que pour le coup, comme je l'avais pas lu, Deezer, j'avais pas l'orthographe, donc je croyais que c'était D', quelque chose comme ça. Donc le mec il avait rien compris, quoi. C'est le roi qui parle, exactement. Et moi, il y avait aussi ce rapport aux divinités, donc des choses très primordiales, les esprits de la nature, qui quelque part, ça fait toujours penser un peu à Miyazaki et Mononoke, hein, c'est les références qui viennent tout de suite, alors que ça existait déjà avant, heureusement. Mais c'est vrai que ça y fait penser fortement. Plus ces divinités, quelque part, on a l'impression que c'est des divinités créées par les humains. C'est l'impression que ça donne, qui remplacent les anciennes. Et on a alors, excusez-moi le terme, les Nendu, donc qui sont les puissances. Je vais pas en dire plus parce que quand on lit, on commence à comprendre d'où ça vient. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans ta construction que tu avais dès l'origine, ou comment ça s'est imbriqué? Et en fait, j'ai longtemps maîtrisé une table de jeu de rôle, et puis à un moment, j'ai voulu me consacrer plus à l'écriture et utiliser certains éléments du monde que j'avais créé, mais le modifier, le rendre plus original, beaucoup plus personnel. J'ai éliminé des choses. J'ai éliminé au passage les elfes et les nains, ou en tout cas les nains, s'ils sont là, ils sont très différents. Pour les même pas, non. Mais voilà, j'ai construit ma mythologie personnelle, j'ai construit mon univers, et je me suis dit que j'allais aussi, si je maîtrisais encore, le faire dans cet univers-là, tant qu'à faire. Ce qui d'ailleurs s'est passé un peu. Et voilà, donc j'ai construit mon univers pour pouvoir faire à la fois du jeu de rôle et de l'écriture, mais je fais finalement que de l'écriture dedans actuellement, n'ayant plus trop le temps de maîtriser. Mais voilà. Et bien justement, tu me donnes la transition parfaite. Pourtant, on est très mauvais pour les transitions, vous connaissez ça sur un essor podcast. La partie jeu de rôle. Et on a un petit peu discuté tout à l'heure en off, mais est-ce que ça t'intéresserait à un moment donné que cet univers-là, qui est vraiment très riche, où il y a plein d'interstices pour raconter l'histoire, devienne un univers de jeu de rôle?
Bah oui, carrément, parce que c'est vrai que c'est un univers qui a vraiment sa couleur, et cette couleur... les Sentiers des Astres, l'univers des Sentiers des Astres, c'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique pour former une seule civilisation, donc qui va atteindre le niveau technologique équivalent au début du XVe siècle européen. Donc on a l'apogée de l'armure de plate, on a les prémices de l'artillerie à poudre, mais on a aussi des éléphants de guerre, des compagnies de singes-égorgeurs là qui tombent des toits en milieu urbain, qui sont entraînés à taper dans le défaut de l'armure de plate. Ayant porté une armure de plate, je crois que je peux rien imaginer de pire contre un mec en armure de plate qu'un singe assassin habitué qui tombe des toits et qui peut taper sous l'aisselle, dans la gorge, enfin. Ouais, bon voilà, c'est. Et en plus, ces cons-là, ils ont des bracelets en cuir à picot, ce qui fait que si tu essaies de les prendre, de te les arracher, ça fait un peu mal. Ah oui, c'est vraiment une merde. D'ailleurs, j'ai fait récemment un test dans mon propre système de jeu de rôle pour tester un peu ça, tester la lutte avec ces singes égorgeurs. J'ai failli massacrer les personnages test. Archer gobelin à l'anneau unique, on pense à toi. Voilà, donc oui, j'aime toujours beaucoup le jeu de rôle, et en faire un jeu de rôle, ça me plairait beaucoup, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a un potentiel, hein. Il y a un moyen de jouer des demi-lunaires, des demi-solaires, d'aller chercher cette part d'inhumanité, et puis cette touche indienne caractéristique qui peut apporter beaucoup. Et puis oui, il y a vraiment des monstres, des mythologies, ou rien que le positionnement des gris, par exemple, qui sont un peuple qui remplace un peu les orques ou les gobelins, mais en même temps où il y a tout un questionnement dans ce monde, savoir s'il faut les classer comme des humains ou pas, qui sont en tout cas l'alter-humanité, j'ai envie de dire. On sait aujourd'hui que dans les gris, donc d'un peuple qu'on trouve dans l'héritage, et dont les théologiens discutent de savoir, comme les Européens ont fait pour les natifs américains, s'il faut les classer dans les humains ou pas. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je pense que l'humanité, à un moment donné, il y a eu plusieurs humanités, de plus en plus on le voit, où notamment les Néandertaliens, les Cro-Magnons, enfin les Homo sapiens ont coexisté, se sont même sans doute mélangés. Il y a eu des espèces plus petites, plus grandes, et donc je pense qu'on a, dans nos fantasmes d'elfes et de nains, enfin en fantasy, on a peut-être un vague souvenir archaïque du moment où il y avait plusieurs humanités. Et moi je voulais un peu rendre ça avec le peuple des gris. Ils ont des traits humains, mais en même temps ils ont la peau vraiment grise, bistre. Ils ont des visages un peu déformés par rapport à l'humain, donc on sait pas très bien, mais ça permet beaucoup de travailler sur la question du racisme. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est la magie qu'on peut trouver dans ce monde-là, et surtout la magie du barde. Parce que, comme je dis, moi pour l'instant, je l'ai vu l'utiliser qu'une fois, et ok, on comprend pourquoi il ne veut pas l'utiliser tout le temps, ça, on comprend mieux. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as voulu très travailler par rapport à ce que tu faisais en jeu de rôle. Bon, alors pour la petite histoire, en fait, à force de développer des règles maison pour jouer à notre façon à Advanced 2e édition. Donc, mais oui, ça date. Ça ne nous rajeunit pas. On avait créé nos propres règles maison. Puis la 3e est arrivée. On s'est dit, tiens, le système des 20, il y a des idées géniales. Mais il y a des tas de choses qui nous conviennent pas du tout. Les feats, c'est n'importe quoi. C'est des choses que tout le monde devrait pouvoir faire avec des chances de réussite différentes ou pas. Il y a des tas de choses qui nous plaisaient pas du tout. Et des choses qui nous plaisaient beaucoup. Et à un moment, à force d'avoir nos règles maison, notamment la pratique des AMHE, enfin la pratique du combat médiéval qui nous avait amené à toute une série de règles qui permettent de coller de façon plus réaliste tout en restant épique. Et donc finalement, j'ai fait mon propre système de règles maison, qui se trouve encore sur internet, mais je vous pardonnez l'adresse, mais enfin un Donjon Dragon alternatif, parce que pour l'instant on est en train de le remurir. Mais donc il y a tout un système qui s'est développé, et dans ce système, j'avais créé le barde avec ce barde celtique qui me convenait beaucoup mieux. Et il y a une vingtaine de chants primordiaux, comme celui que vous voyez apparaître dans le tome 2, qui sont décrits dans ce manuel maison, dont d'autres sont utilisables et dont d'autres serviront peut-être encore dans le récit. Voilà. Écoute, en tout cas, ça donne très envie. Donc je sais que dès que nous, on arrivera à la fin de la lecture du cycle, sûrement qu'on se recontactera pour en reparler encore plus longuement. Parce que, alors voilà, ça vous ouvre. Enfin voilà, moi je suis au début du tome 3, comme ça vous savez tout, et ça ouvre tellement de... Enfin, l'univers est tellement riche, tellement incroyable, les personnages aussi, donc moi je peux que vous recommander la lecture. Et puis écoute, en tout cas Stéphane, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Avec grand plaisir. Et puis écoute, bonne fin de festival, et puis on se retrouve quand tu veux. Voilà. Mais avec grand plaisir, quand vous voulez.
Merci, à bientôt, salut.